Et bonjour à tous sur MTG Prime, ici Mathieu Tassa. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau deck, enfin un deck que j'ai découvert récemment et que j'ai joué pour la première fois le week-end dernier au Fact, le dimanche. Ce deck, c'est Hidetsugu et Kairi. Et du coup, plutôt que faire une deck tech, puisque je connais pas extrêmement bien le deck, je comptais plutôt vous faire une découverte du deck. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ensemble ma decklist, qu'est-ce que j'ai joué, expliquer comment fonctionne le deck, et après on verra ensemble une petite game MTGO pour voir comment ça fonctionne en situation réelle. J'ai choisi de jouer ce deck principalement pour m'amuser. Il faut savoir que à Magic j'aime beaucoup jouer des decks qui cassent un peu les règles. On a pu le voir par le passé avec quand j'ai joué à Slimfoot ou à Minato. C'est des decks qui font en sorte de ne pas respecter les règles de Magic, soit en trichant sur la mana, en jouant des gros tons du cimetière, en réanimant son général du cimetière pour Slimfoot, etc. Du coup, ce deck m'a intéressé parce qu'il a une composante Unfair qui est, euh, qui est comboish et qui combo avec le général. Et il a également une composante contrôle euh, dans le deck. Principalement, en général, quand je joue des decks Unfair, j'aime bien avoir des composantes mid-range pour pouvoir battre notamment contrôle. Là, c'est un peu différent. Du coup, au lieu d'avoir une composante mid-range dans le deck, on a plutôt une composante contrôle, ce qui est un peu nouveau pour moi, puisque j'ai pas énormément l'habitude de jouer contrôle. Du coup, c'était un bon exercice de jouer ça. Du coup, on va tout de suite regarder ensemble la decklist, en discuter un peu et partir en game MTGO. Il faut savoir que du coup, cette decklist-là, je l'ai jouée dimanche dernier, comme j'ai dit précédemment. J'ai fait 20e, j'ai fait 5 victoires, 3 défaites. J'ai notamment perdu une fois contre Agro, une fois contre Atraxa qui avait l'air très dur, et une fois contre le Roshan qui est combo. Du coup, un petit peu tous les archétypes. Je pense que le deck se bat à peu près bien contre tout. La seule BO qui m'a paru vraiment très difficile, c'était Atraxa. Et après, dans les BO que j'ai gagné plusieurs fois Slimfoot et des agros. Et je pense que le deck bat assez bien ces decks-là. Alors, du coup, le deck, c'est Tetsugo Kairi, c'est un deck d'Ymir. On va revenir sur le général un peu plus tard. Pour l'instant, on va parler de la composante contrôle du deck. Du coup, dans la composante contrôle du deck, on a un petit peu toutes les créatures qui sont, on va dire, à la mode et qui ont un peu un level assez élevé pour agir dans un deck contrôle qui ne peut pas forcément jouer beaucoup de créatures. Donc je vais pas m'étendre sur toutes les cartes, parce qu'en plus, c'est pas forcément moi qui ai choisi toutes ces cartes. Je me suis beaucoup basé sur la liste de Diego Rio, qui s'appelle Dimir, qui a le pseudo Dimir sur Discord. C'est le créateur du deck qui l'a créé il y a un peu plus d'un an et qui a notamment gagné le tournoi d'essai de la MagicCon d'Amsterdam en juin dernier. Du coup, je me suis beaucoup inspiré de sa liste pour faire la mienne. Et in fine, j'ai pas changé beaucoup de slots, j'en ai changé que 4-5, il me semble. Du coup, on va parler un petit peu de manière générale de la liste. Du coup, pour les créatures, on a toutes les bonnes créatures, on va dire, de Dimir. Donc les créatures un peu tempo-ish comme l'Orcish Bowmaster, Subtilité, et ça c'est un peu ma touche, j'ai tenté une Double Spawn, parce qu'il me semblait qu'il y avait beaucoup de TB forts dans la méta, et ça me semblait être une bonne créature qui est difficilement gérable. Après, on a un peu les créatures avec un fort power level comme Barrogoyf et la Frog. Et pour finir, on a des petites créatures de tempo comme l'Astrix, la Concierge Sinistre, pour pouvoir temporiser le début de partie qui peut être le plus difficile, puisque comme tout deck contrôle, on aura un très bon late game. Dans les rituels et dans les instants, je ne vais pas trop m'étendre. Pour la composante contrôle, on a accès à des chip removal comme celui-là, que donne Push et des removal à 2 que propose le noir. On en a quelques-uns. On a accès à plusieurs brasses au cantrip qui nous permettent de trouver les pièces manquantes soit pour notre combo, soit pour temporiser l'early game. On a évidemment DT, qui est une excellente carte. Et ensuite, on a toute la batterie de contre-sorts qui est jouée par contrôle. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ils sont quasiment tous joués, il n'y en a que très peu qui ont été exclus. Et ensuite, on a accès aux piocheurs de contrôle, qui sont notamment Brain Surge, Sauron Rançon, Féofiction, Mana Confluence selon les situations. Pour la base de mana, rien d'exceptionnel.
On part sur une quarantaine de landes, beaucoup de basiques pour pouvoir jouer les Fervendakel et pour pouvoir caster nos sorts. On est relativement moonproof, ce qui est plutôt pas mal. Ça nous évite de nous soucier de ça. Donc ça, c'est pour la composante contrôle du deck. Et ensuite, on va voir en quoi ce deck est combo, en regardant notamment le général, puisqu'en fait, les combos, enfin, la combo principale que fait le deck passe par le général. Donc le général, pour 5, c'est une 5-4 qui vole. Déjà, c'est plutôt une créature assez solide, qui permet des fois de finir toute seule la partie, un peu comme peut le faire un Tivit ou un Atraxa. Quand il entre en jeu, il fait un brainstorm, et on verra que ça c'est très pratique pour la suite de son effet. Même sans parler de la suite, juste faire un brainstorm sur sa command zone, ça nous fait faire du +1 à chaque fois. Du coup, en fait, à chaque fois qu'on recastera notre général, on fera du +1 avec ce brainstorm, et si l'adversaire essaie de gérer notre général, on pourra faire plus de CA en lui faisant utiliser des sorts. Mais ce qui est vraiment intéressant avec ce brainstorm, en fait, c'est la deuxième partie de la capacité du général, qui dit que quand Hidetsugu Kairi meurt, on va exiler le dessus de la bibliothèque, et l'adversaire perd des points de vie égales au CSM de la carte, et si c'est un instant de sorcerie, on pourra le jouer sans payer son coût. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer des sorts qui ne sont pas vraiment joués dans le contrôle, parce que ce sont des sorts très chers. On en a une petite batterie, on en a 7 en tout, on a ces 7 sorts-là. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais la plupart en fait font quasiment gagner on the spot. Et en fait, l'objectif, ça va être au cas de notre général, d'en remettre un sur le dessus de notre bibliothèque, et quand notre général va mourir, de pouvoir le caster gratuitement et nous mettre très bien dans la partie. En général, l'adversaire va pas vouloir coopérer et pas nous laisser sacrifier notre général. Du coup, on va faire en sorte de le sacrifier nous-mêmes ou de le détruire nous-mêmes. Pour cela, on a quelques cartes spécifiques au deck, comme Innocent Blood, qui nous permet de sacrifier une créature de chaque côté de la table. Mais on a également les deux nouvelles flairs qui sont sorties dans MH3. La flaire bleue qui fait contre et la flaire noire qui fait sacrifier une bête ou un planeswalker à l'adversaire. Et on a également dans nos lands 3 petits lands qui font sacrifier notre général, comme Hyde Market, Lazotep Quarry et Phyrexian Tower. Du coup, l'objectif ça va être de poser notre général et de caster un de ses gros sorts gratuitement via son effet. Et ensuite, on a quelques cartes spécifiques au deck, qui sont par exemple Jace, qui est un petit peu une carte un petit peu chère actuellement dans la méta, parce que ça coûte quand même 4, mais qui permet de faire des brainstorms. Et faire des brainstorms dans le deck, c'est vachement important pour contrôler le dessus de sa bibliothèque. En carte spécifique qui fonctionne mieux avec notre général, on a Dark Ritual. C'est un petit peu comme dans Tivit ou dans Atraxa, ça nous permettra de jouer notre général plus tôt, et du coup de plus tôt pouvoir faire son effet. En carte spécifique avec le général, on a également on joue plusieurs cailloux qui nous permettent de ramper dans notre général, parce qu'en fait ce qu'on va essayer de faire, c'est pas forcément caster notre général tour 5, mais plutôt de le caster tour 6 avec par exemple un sac land en backup pour pouvoir sacrifier notre général et pouvoir directement profiter de son effet. C'est d'ailleurs pour ça également qu'on joue le Temple des fausses divinités. Le but de ce land, c'est pas de nous faire jouer notre général plus tôt, parce qu'en fait tour 4 ça fera pas de mana, mais ça nous permettra par exemple au tour 5 de pouvoir faire notre général plus avoir notre sac land up. Le temple va également nous permettre de pouvoir caster nos grosses spells en fin de partie et nous aider à recaster notre général, parce que notre général coûte quand même 5, et en général, ça arrive des fois que sur le premier cast, on n'arrive pas à tuer l'adversaire, et du coup, il faudra des fois le recaster une deuxième fois, voire une troisième fois. Et là, ce temple est très pratique. Voilà pour la decklist, je ne vais pas m'étendre sur tous les slots. Il y a déjà eu des vidéos qui ont été faites sur un peu tous les slots par le créateur du deck, par exemple. Du coup, je pense qu'on va pouvoir directement partir en game sur MTGO. Nous voici donc en game. Du coup, on va affronter Akiri et Silas, Akiri qui a été déban très récemment et qui du coup est un deck tout jeune dans la méta. Du coup, c'est l'adversaire qui commence et il a choisi déjà de mulligan à 6. Nous, au vu de cette main, elle est plutôt très intéressante. On a déjà Spellsnare qui permet de checker Akiri. Si l'adversaire fait des petits cailloux, des petits artefacts un peu pénibles, on aura le Spell Pierce. On a déjà 3 landes. On a un talisman pour pouvoir casser notre général plus tôt dans la partie. Et des fers qui pourront s'avérer très utiles pour pouvoir voler les créatures adversaires. Donc je pense qu'on va garder cette main. Elle est très bien. J'ai pas trop de retour sur le deck actuellement avec Silas. Il semblerait que ça soit en fait un deck mid-range good stuff avec des artefacts un petit peu qui font des effets plutôt sympas pour pouvoir buffer Akiri au maximum. Donc, du coup, l'adversaire land dépasse. Ok, encore un terrain, ça c'est vraiment bien. Dans le deck, pour le coup, c'est vraiment bien de sécuriser pas mal de land drop.
Parce que le deck va être, notamment à cause du général, demander d'avoir beaucoup de land en jeu. Et du coup, c'est vraiment bien d'en avoir pas mal. Du coup, là, on va juste fetcher et on va rester avec notre spell snare up pour pouvoir attraper son général s'il tente de le jouer. Et on va pouvoir peut-être spell pierce un caillou, par exemple, aussi, si l'adversaire veut jouer un caillou. Ce qui est bien avec ces deux spells à 1, c'est qu'on va pouvoir poser notre talisman tour 2 sans trop de soucis, et avoir quand même un enable up pour pouvoir caster ça. Flemmoir. Alors là, Flemmoir, c'est un peu spécial. On peut pas le spell snare parce que c'est un CCM 3, en vrai, même s'il l'a casté pour 2. Par contre, sur ce côté-là, c'est pas une créature dans la stack. Du coup, on va pouvoir le spell pierce, et ça, c'est vraiment bien, parce que ça, c'est vraiment un enfer à affronter. Du coup, si on peut s'en débarrasser maintenant, c'est vraiment cool. Là, en l'occurrence, comme on a pas mal de fetch, on va directement prendre une île, et on va spell pierce ça. Du coup, l'objectif dans les games de ce deck, c'est vraiment de temporiser et de jouer un peu comme un deck contrôle pour arriver jusqu'au late et pouvoir utiliser notre général au maximum. Forte spike. Je pense pas jouer mon talisman. Euh, Si l'adversaire fait Akiri plus un drop 1, je vais pouvoir tout contrer en fonction de quel ordre il le fait. En fait, pour l'instant, il n'a pas encore de mana blanc. Et dans tous les cas, si je joue Akiri, je peux le prendre avec Spell Snare. C'est peut-être le meilleur slot pour jouer mon caillou. En fait, ce que je vais faire, c'est. Je vais pas jouer le caillou. Tour 3, je pourrais jouer caillou avec 2 mana up. Si l'adversaire a rien fait, j'aurai toujours mes 2 spells up. Et comme ça, tour 4, je préfère Shackle et activer le Shackle si besoin. Parce que j'aurai 5 mana déjà. Ça me paraît pas mal. Du coup, je pense que je vais juste lander ce castle et je vais garder mes fetch pour plus tard. Comme c'est un deck 4 couleurs, il y a très peu de chances que ce soit un deck Blood Moon. Et si c'est un deck Blood Moon et qu'il tente de la slammer tour 3, on aura la force de Spike. Après, le deck, est, comme j'ai dit, plutôt est assez sensible à Blood Moon. Là, il faut juste faire un peu gaffe dans les situations où l'adversaire joue Blood Moon de pêcher assez rapidement un marée. Mais en général, ça va. Ok, l'adversaire ne joue pas de carte. Intéressant. Donc il aura peut-être un play fin de tour. Ok, on a un Barogre qui est déjà 4-5. Je pense qu'on va rester sur le plan initial. On va jouer notre caillou maintenant. Et l'avantage de le jouer maintenant, c'est qu'on aura Veldaken tour suivant et ou Barogryph après. Donc là, on va pas chercher de marée basique, je pense. On va plutôt maximiser notre nombre d'îles pour que nos fers soient vraiment très efficaces. Donc on va plutôt aller chercher notre mer souterraine. Et on va casser notre caillou. Je n'étais pas forcément obligé de pêcher maintenant, mais en fait, je me dis que comme il avait 3 mana, il pouvait avoir agent d'opposition et je pouvais le force spike en réponse. Donc c'était plutôt pas mal de faire ça en rituel. On va voir ce qu'il fait avec ses 3 mana up. Ce serait bien qu'il flash une bête à 3 parce qu'on pourrait la contrer avec force spike. Beau master. Alors ça, c'est vraiment une carte très très pénible. Euh, je pense qu'il faut la contrer. Parce que de toute façon, si je joue Akiri tour suivant, elle sera probablement que 2-3 et on pourra la voler avec les fers. Donc je pense qu'on va pas laisser passer ça. Bon, ma soeur, c'est vraiment un enfer parce que du coup, on fait des brainstorms pas mal dans le deck. Et prendre 4 sur Bowmaster, c'est pas terrible. Barogryph. Barogryph, du coup, on peut pas contrer. C'est pas très grave. On peut mettre le nôtre en opposition. Ah, Skullclamp. Ça, par contre, Skullclamp, on va contrer. C'est le genre de carte qu'on peut avoir. Là, on voit que l'adversaire s'est déjà épuisé. Il a déjà plus qu'une carte en main. On est plutôt frais, du coup. Là, l'idéal, ça serait de piocher un gros spell directement. Comme ça, on pourrait slam notre général et vouloir trade avec le Barogryph s'il tente d'attaquer avec. Là, actuellement, on n'a que 2 îles, donc on peut pas encore le voler. Mais ça peut aller très vite, parce que ça, c'est déjà la 3e île. Il nous suffit d'une île supplémentaire. Je repasse ça, par exemple. Et on pourrait le voler. Du coup, comme on a pioché un tapland, je pense que là, ce qui est pas mal, c'est d'opposer son Barogryph avec le nôtre. Et on est très content de trade les deux, je pense, s'il décide d'attaquer. Il a peut-être un removal, mais il n'y a pas peu de removal qui tue Barogryph instant, comme ça. Les seuls, c'est des removal blancs, et on est content que ce soit Barogryph qui le prend. Comme ça, notre général, il aura la voie libre après. Donc je pense qu'on va lander Star Pit et on va tout simplement poser. On va peut-être bluffer un peu et garder un mana. Faire croire qu'on a peut-être des interactions noires, donc on va plutôt garder le caillou up. Là actuellement, si je joue Akiri, elle serait 2-3 et on pourrait probablement la voler avec les fers. Akiri, ça c'est pas grave du tout. Ouais,
Ouais, ça c'est un peu embêtant, mais pas trop. On a notre général qui va pouvoir le bloquer. Voilà, je pense que comme on a dit, on bloque, hein. C'est pas très grave ça. On est content de faire ce trade. Manalik. Là, on peut pas faire voler la créature et Manalik dans le tour. Je pense qu'on peut juste jouer notre général et avoir un fetch up, comme ça si on brainstorm des cartes nulles, on pourra remettre ce qui nous intéresse pas en dessous et shuffle. Et de toute façon, ouais, il pourra peut-être avec Akiri dans notre général, mais il pourra pas du coup utiliser le copter, ce qui nous arrange plutôt en fait. Après, il y a peut-être un monde où j'arriverai plus jamais à voler Akiri en fait. Je pense que je vais voler Akiri maintenant. Faut que je fetch du coup. Euh, Faut que je fetch. C'est pas très grave ça. Parce que là, on a deux îles, ouais. Il nous en faut une troisième. C'est parti. En vrai, je pense que je vais fetcher un surveil, inspiration et tape out. Comme ça, on va voir ce qui se passe après. Je pense pas qu'on ait besoin de ça. On a déjà un contre-sort. On va plutôt chercher des gros spells. Et puis, on aura le castle pour pouvoir creuser plus loin si besoin. Là, il va peut-être crew pour qu'il soit tape. Ouais, ça, c'est pas très grave. On s'en fout un peu. Puisque de toute façon, il aura probablement pas de bête haste, donc en fait, il va crew, s'il pioche une bête, il va crew son copter, donc qu'elle soit tape ou pas tape, c'est pas très important. Et d'ailleurs, elle est déjà 2-3 parce qu'on a quand même deux artefacts, ce qui est assez drôle. Et ça, c'est une bête, donc il va pouvoir quand même attaquer avec son copter. Quand il attaque avec au moins une autre créature, il pioche. Ok, ok, il crew. Là, l'idéal avec notre général, ça serait de trouver un land, comme ça on aurait leak up. Et vu qu'il est bloqué à 4 mana, la leak elle est vraiment très forte actuellement. Il défausse un land, ok, donc il charge des cartes actives. Bah, je pense qu'on est plutôt content de cette situation. Ok, donc là on peut détap si on veut. Je pense qu'on va garder Akiri, hein. On a déjà pioché le land. Et en plus c'est un fetch. Du coup on pourra shuffle ce qui nous intéresse pas si besoin. Donc on va jouer général du coup. Là on rentre plutôt dans Pyroblast, mais c'est pas très grave. Du coup on a besoin... hop, 5, parfait. Ok, bah ça c'est excellent. On a trouvé et notre spell pour tuer et de quoi sacrifier. Du coup là, c'est un peu le jackpot. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va probablement mettre ça en dessous. Comme ça, on peut jouer ça et on n'a pas besoin de fetcher pour Manalik. Et on peut faire flag gratuite pour faire ça si besoin. Et de toute façon, on arrive dans une range où on pourra même le hardcast. Du coup, je vais mettre ça en dessous. Et ensuite, attends, put, click, on top. Ok, donc là, ça va aller en dessous. Et après, il y a celle-là qui va au-dessus normalement. On pose un land, on attaque avec Akiri. Ça, c'est gratuit. Parfait. En fait, là, il y a même un monde où, si il crew son copter, ce qui m'étonnerait, parce que j'ai mon commandant pour bloquer, je peux juste faire brasse. Gut. Bah, je pense qu'on va faire une petite brasse, hein. Du coup, on va pas faire de mana leak, on la gardera pour plus tard. Parce que là, ce qui va se passer, c'est qu'on va le tuer en deux tours avec la brasse, puisque ça va faire 6 tokens de 2. Donc 12 et 12, 24. Et on aura une mana leak up. Et en plus, il crew. Ça, c'est excellent. La question, c'est est-ce que je le laisse attaquer parce que si, il va probablement sacrifier ce truc-là. Ou alors il va pas le sacrifier parce qu'il veut piocher. Je pense qu'on va juste brasse maintenant. On va éviter de creuser dans son deck. On le remet en command zone évidemment. On a notre trigger. On va la caster évidemment. En fait, il a l'air de jouer plutôt un deck midrange assez agressif, avec des bons artefacts pour supporter Akiri. Ce qui a plutôt l'air d'être une bonne idée en fait. Et il a pas trop l'air de jouer bleu d'ailleurs. Bon là ça sert plus à rien, le flair on a déjà tout tué, mais bon c'est pas très grave ça. Là je vois pas trop comment on perd. Ah mais non mais il a déjà pris. Mais en fait il est mort en fait. J'avais oublié qu'il allait prendre 7. Parce que là, on peut juste allumer notre pit et oui on va les untap du coup.
On pioche notre fetch, c'est très bien. Hop. Du coup là on a 12 et ça fait pile 15. Et puis s'il a un removal, bah on pourra le gérer. Parfait. Voilà, ça s'est exactement passé comme prévu, hein. On a eu pas mal de chance sur le trigger Brainstorm parce qu'on a trouvé tout ce qu'on avait besoin. Mais globalement ça s'est plutôt bien passé. Alors, cette main elle est vraiment bien également. Il a Rum Legal Assist le pauvre. Cette main elle est également très très bien. On a, comme tout à l'heure, de l'interaction early game, on a la concierge qui nous permettra de gérer Akiri si besoin. On a déjà un gros spell et on a de late. On manque un petit peu de land. On est sur la draw et on aura un surveil land, du coup je pense que ça peut le faire. On a quand même beaucoup de land dans le deck, donc on a quand même pas mal de chances de les trouver. Mulligan tout 5. Sur la draw, c'est vraiment important d'avoir ces petits spells-là, parce que ça va nous permettre de rattraper la tempo qu'on pourrait perdre sur la draw. On voit beaucoup de différences quand on n'a pas ces trucs, quand on n'a pas ces petits spells-là et quand on les a sur la draw. Sur le play, c'est un peu moins visible, mais sur la draw, c'est vraiment très important. Là, en fait, le pauvre, il a déjà Mulligan à 5, on est sur la draw. Ça va être très très dur pour lui. Ça, on va force Spike. C'est le genre de carte qui peut le faire revenir d'un mul à 5, mais du coup, on va pas vouloir que ça arrive. Et on va remettre les généraux. Hop. Là, il y a de grandes chances qu'il joue Akiri tour suivant, mais il y a quelques cartes non créatures qui peuvent bien m'empaler, des cartes comme Fable, enfin pas m'empaler, mais Fable ça peut être vraiment pénible. Du coup, je pense que je vais rester Pierce up et que je vais fetch dans un surveil. Et tour suivant, j'aurai Snapcaster Spike ou Snapcaster Pierce up. Et si j'ai pas consommé Pierce, j'aurai Concierge et je pourrais faire Concierge et j'aurai Pierce up, ce qui est plutôt pas mal. Et après, on pourra arriver sur 4 mana, 4-5 mana pour Confluence. Du coup, je pense qu'on va juste fetcher dans le surveil et rester Pierce up. On peut jouer Sinistre la concierge après qu'il ait joué Akiri, c'est pas trop un problème ça. C'est comme pour le Barogov de tout à l'heure. S'il veut l'exiler, il doit consommer un removal précieux pour notre général et on est plutôt content qu'il exile une concierge plutôt que notre général. Il veut Unearth. Ah, ça c'est plutôt pas mal pour lui parce qu'on peut pas pierce du coup. Ça va résoudre du coup. Et il va jouer Adjani. Il peut pas faire grand chose non plus. Du coup la concierge sera très bien. Réfléchis à comment ça se passe. Si on bloque ici, il y a deux triggers, mais comme on est le joueur non actif, je pense que notre trigger résout en premier. Du coup, on peut bloquer le chat et exiler Adjani avec nous. Même si c'est un peu pénible parce qu'il reviendra avec un token. Mais d'ici là, j'espère qu'on sera déjà loin devant dans la partie. Ouh, ça c'est un peu sexy. Le problème, c'est que c'est un peu lent. Là, il a quand même 5 de patates. On pourra pas faire ça à tour 3. Je pense que là, sur cette partie, ça va être un peu trop lent. On va plutôt mettre ça au cimetière et chercher des landes. Ok, ça c'est parfait, c'est un land. Du coup, comme on a plus Shackle, qu'on a notre troisième bleu ici on peut les fetcher un marais. Ça pose moins de soucis. Après, la question c'est est-ce qu'on veut quand même pas une île pour pouvoir faire sanctuaire plus tard? C'est possible que oui. De toute façon, là, je pense qu'on n'a pas besoin de fetcher tout de suite. Si je peux garder Otawara, c'est pas mal. Je vais pas fetcher tout de suite, par contre, je vais jouer la concierge. On a dit qu'on fetchait pas. La concierge, ça va pas mal gagner de temps. Bob, ça va être un peu pénible, mais vu qu'on a sur qu'on a la vengeance de Sorin, en fait, ça va mettre 17. Donc s'il prend quelques points avec Dark Confident, on va très vite pouvoir le tuer. Du coup, ça, il le sait pas, mais en fait, à chaque fois qu'il va prendre des points, ça va nous rapprocher de la victoire. Ok, donc là, il a trouvé un land. Du coup, il prend pas de points sur le coup. Ok, le land, parfait. Alors, est-ce qu'on pourra rentabiliser notre Pierce ou est-ce que ça va être une carte morte jusqu'à la fin? 4. Ouh, ça a l'air fort ce qu'il va nous faire. Ah, ouais. On est content d'avoir ce Pierce pour le coup, hein. Là, c'est une carte en DC actuellement que j'aime beaucoup. Dans beaucoup de spots, ça attrape plein de spells proactifs très forts. Et défensivement, c'est une excellente carte dans les match-up miroirs de match-up bleu. Du coup, je suis très content de jouer ces spells Pierce dans mes decks bleus actuellement. Ça fonctionne très bien dans Aminatou et j'ai l'impression que ça fonctionne également très bien dans Idetsugu. Autant offensivement que défensivement. Il est un peu bloqué. Il va pas attaquer avec Bob et je pense qu'il se rend pas compte en fait
je vais l'avoir sur le trigger. Parce que normalement, je suis pas le joueur actif, du coup, mon trigger va entrer en deuxième dans la pile. Voilà. Et je te chope. Ça, c'est plutôt pas mal. J'ai beaucoup réduit la pression. Et là, en plus, probablement qu'il va essayer d'attaquer avec au tour suivant. Et j'aurai mon Snapcaster pour le cueillir. Ça va être pas mal. Et je me serai débarrassé de ce confident. Un deuxième gros sort, ça c'est pas mal aussi. On va jouer Sotawara. Et on va attendre en embuscade avec le Snapcaster. L'idéal, ça serait de piocher notre cinquième land là. Si on pioche pas, ça va être un peu compliqué. La pire chose qui pourrait nous arriver, c'est de repiocher un gros spell. Copter, ok. Ça, s'il fait pas attention, on peut le rechoper avec Spell Pierce, le Copter. Ou s'il veut double spell avec Akiri, on peut choper un des deux. Akiri, ça résout. Et là, on va pouvoir choper le Copter, je pense. Ah, il attaque en premier. Ok. Du coup, on va juste l'empêcher de poser le Copter, j'imagine. En ciblant Pierce. J'ai vraiment envie de me débarrasser de ça parce que pour le coup, si j'arrive pas à choper mon cinquième land tout de suite, j'ai pas envie qu'il fasse trop de value. Il est déjà en mulligan, il était en mulligan 5. Ça peut vraiment le faire revenir. Et là, il peut pas nous arriver grand chose avec Pierce Up, je pense. Il va devoir passer le tour. Ok. Allez, un land. Presque. C'est pas si pire. C'est pas si pire. Et au tour suivant, on a la concierge qui revient. Là, on va prendre 5. Mais il a plus qu'un top terre en main. Du coup, ça va. Ça va, ça va. Puis, au tour suivant, on aura Confluent Up. Faudra qu'on réfléchisse ce qu'on fait avec notre général. Probablement qu'on va garder Confluence Up. Là, on va prendre une petite claque à 5, c'est pas très grave. À 6, parce qu'il va probablement poser le top terre. 6, c'est encore accepté. À partir du moment où on aura notre général sur le board, il voudra plus vraiment attaquer, parce qu'il voudra jamais le trade dans tous les cas, et comme on a quand même 4 de Q, ça n'a pas trop d'importance. Il doit avoir un land en main s'il veut craquer son token sans. Bon là je pense qu'il va vraiment falloir casser notre général en fait. Parce que là ça commence à avoir pas mal de pression. Après on a la concierge, donc on aura 2 bloqueurs, c'est plutôt cool. Évidemment on va la caster. Critique commande. Je pense qu'on va quand même jouer notre général, hein. Je vois pas trop ce qui peut mal se passer. On peut mettre 2 gros spells sur le dessus, en plus ça c'est excellent parce que s'il hésite à le tuer la première fois, on pioche un gros spell, mais c'est pas grave parce que la deuxième fois on l'aura avec le deuxième. Et après on a Ecliptic et Mana Conf, du coup ça nous fera gagner encore 2 tours de plus. Je pense que ça vaut le coup de jouer le général tout de suite. Ça va, avec la concierge, ça va un peu bloquer le board. Ok, on trouve des landes, ça c'est cool. Et on a un petit removal en plus. Je pense qu'on va d'abord mettre Rise, parce qu'en plus on peut se péter notre idée de Zuku. En vrai, je pense qu'on va d'abord mettre Rise, et ensuite Sorin Vengeance, parce qu'on va probablement la repiocher, il va pas nous le gérer, et du coup, si on veut, on pourra tuer notre général pour faire un Rise of Eldrazi au tour suivant. Ça pourrait être un plan sympa, si besoin. Genre par exemple sur une phase de bloc, on bloque, on trade, end step, on tue son truc. Ça paraît être une option intéressante. On va pas attaquer avec la concierge. Donc là, il y a aussi Adjani qui revient, mais Adjani, c'est pas très grave. Comme tout à l'heure, on peut le check avec la concierge. Et après, on arrive à des tapes, je pense qu'on sera très très frais. Que là, on pourra avoir Confluence ou Cryptic Up avec droit à la gorge up en plus. Ok, il va lâcher son land qu'il a pioché. Parfait. Il repioche un land. Je pense pas qu'il ait de très bonnes attaques là. En fait, il peut tenter de bourrer avec tout. Après, il peut prendre dans mon cimetière Snapcaster avec l'empereur ou Dark Confident, mais ça va pas l'emmener très très loin non plus. Je pense pas qu'il trouvera pas les terres en tout cas. On peut bloquer deux trucs. Et si on veut, on peut même faire bloquer le concierge sur Akiri pour enlever une autre bête de la phase d'attaque vu qu'elle a First Strike et prendre encore moins de dégâts.
Et là, de toute façon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a quasiment l'étal avec... enfin, on peut quasiment jouer Sorin Rançon, en fait. Enfin, Sorin Vengeance, plutôt. On peut même, parce qu'on a les 3 monas noirs. Il va faire son empereur, elle fait son empereur. Il va faire un Fort Kalingat à 1. Ah non, Unearth pour récupérer Dark Confidant. Je suis con, il peut pas faire Force Liga, c'est nul, parce qu'il est obligé de le faire en main phase 2. Ok, alors voyons voir avec quoi il attaque déjà. Avec tout, ok, dans la finesse, c'est parfait ça. Pas avec son général, ok. Là la question c'est est-ce qu'on a envie de sacrifier notre idée de Sugu sur l'empereur pour pouvoir caster cette Sauron. Il a défaussé une furie, ok. Alors, comment on bloque ça? Donc ça c'est... Je sais pas pourquoi... Ah oui, il a Crew avec, ok. Donc là on a plusieurs choix de bloc. On peut bloquer comme ça et comme ça. On prend 4, 5, 6, 7. On passe à 5. Avec la concierge, on exile ça. Ensuite, on attaque avec Etsugu, il passe à 12. On fait Ghost of the Throat sur Edetsugu. On lui colle 9, 10, 11, 12 en plus. Du coup, il meurt en fait. Ça paraît être correct. Et là, on prend 4, 5, 6, 7. On passe à 5. Plus de cartes en main. Pas de surprise. Il va faire une sur Dark Confidence, c'est pas grave. On s'en fout. Il peut faire un nerf sur ça, sinon. Il fait avoir un token 100, mais il a pas de carte en main, du coup c'est pas grave. Allez, go. Un pli comme ça. Du coup, on va manger... bon, on va manger ça. Ça a plus trop d'importance, je pense qu'on a gagné, mais... Après, il va probablement ramener ouais, Harvester. Du coup, c'est un peu mieux confinant. Ça buff ça Akiri. Et puis après, avec le tour sup, même s'il était pas mort, on pourrait Arcast sur une Vengeance. Autant te dire que là, c'est caviar. Et c'est pour ça que j'adore jouer ce deck. J'ai beaucoup aimé jouer ça dimanche, parce que tu fais vraiment des trucs vraiment très très cool. On le remet en CZ évidemment. Ah mais en fait il est pas mort, je suis fou. Il lui reste un point de vie. Alors, qu'est-ce qu'on va lui exiler? Ça, I guess. Ça, I guess. Ça n'a pas d'importance. Alors attends, je pose Tagat Player pour faire quoi? Pour piocher, ouais. C'est moi qui pioche. On aura un extra turn. Est-ce qu'on a des choses à faire là? On pourrait aller piocher 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a même un 8ème land. Allez. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et de manière assez surprenante, dimanche, j'ai quand même souvent casté les gros spells. Et de manière assez facile, du coup, c'était vraiment cool. Ah, du coup, mon adversaire se suicide. Hop là. Ok. Et voilà, c'était un petit peu de gameplay Tetsugu. Donc, on a bien pu voir l'aspect contrôlé du deck en début de partie, en plaçant des petits contres et en gérant un peu le board en début de partie, et comment il peut très vite terminer la partie en late game avec son général, et en castant des gros spells, ce qui est toujours fun de faire des Rise of the Eldrazi dans des Sorin Vengeance. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de fun à jouer cette liste le week-end dernier. Et je pense que je la rejouerai à d'autres occasions sur des Open Qualifiers. Et peut-être, pourquoi pas, un des 2 jours au CRPK. On verra. Ça dépendra si j'ai trouvé d'autres decks que j'ai envie de tester. Et bien évidemment, je n'abandonne pas à Minato. Je continuerai à jouer le deck et à affiner ma liste. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo. Euh, et si vous avez des suggestions de decks surprenants à tester et pourquoi pas faire une vidéo dessus, n'hésitez pas. Et à la prochaine, c'était Mathieu de la Prime Squad.